Jean-Philippe, j'aimerais bien te poser une question. J'aimerais savoir quelle est l'origine vraiment de l'énéagramme. Alors ça Virginie, c'est une grande question. C'est une grande question qui a fait couler beaucoup d'encre parce que je vais te donner des éléments de réponse, mais je ne te donnerai pas la réponse définitive parce que la réponse, la vraie réponse, c'est on ne sait pas. Ceci dit, on peut tracer pas mal de choses sur l'énéagramme. Alors, euh, j'ai envie de te faire une réponse sur deux volets. Euh, alors, sur l'énéagramme moderne, Mhm, effectivement, on sait qui, on sait comment, on a toute une logique là-dessus qui peut être intéressante à balayer. mhm, Et sur les origines de l'énéagramme, là, on rentre beaucoup plus dans un espace qui est plus spéculatif, voire plus. d'accord. Euh, donc, à un moment donné, on va partir d'un point qui sépare le moderne qu'on peut tracer de l'historique. C'est Oscar Ichazo. Donc, Oscar Ichazo, qui, sur le fin des années 60, début des années 70, propose dans une petite ville de la Cordillère des Andes qui s'appelle Arica, on va dire un stage qui va durer 2 mois où Mhm, des gens vont en résidentiel pendant 2 mois mhm, pour découvrir tout un corpus dont l'énéagramme fait partie. Euh, et je dirais de ce point-là, les choses peuvent être tracées, on peut en parler. Alors je ne sais pas si tu veux qu'on parle de ça ou si tu veux qu'on remonte d'abord aux origines. Vas-y, explique-moi. Bon, donc par rapport à ça, c'est clair. Donc Ichazo donne ces formations-là. Parmi ses stagiaires, il y a quelqu'un qui s'appelle Claudio Naranjo, Mhm, qui est psychiatre, qui travaille à Esalen en Californie, d'accord. qui est un collaborateur très proche de Fritz Perl, Mhm, qui est le créateur de la Gestalt mhm, thérapie. Et donc, de retour de ce stage-là, Claudio Naranjo va faire un petit peu alors, dans quelle mesure, justement, là, on ne sait pas trop, mais va faire une digestion de ce que propose Ichazo, qui est assez métaphysique et assez orienté, éveil spirituel, des choses comme ça, dans une déclinaison adaptée à la psychologie occidentale moderne, avec des comparaisons avec le DSM, à l'époque c'était le DSM-3, mhm, hein, donc le manuel des troubles psychiatriques américains, et arriver à, à un système qu'il va commencer à enseigner de manière orale mhm, euh, dans des groupes dits SAT, les Seekers After Truth, les chercheurs de vérité, d'accord. avec le mot SAT qui en sanskrit veut aussi dire la même chose. Euh, et donc il y a un certain nombre de personnes de Californie ou d'ailleurs qui vont Mhm, venir écouter ce qu'il a raconté. Et ce qu'il a raconté, à quelques changements près, c'est l'énéagramme qu'on trouve aujourd'hui. d'accord. Et parmi ces gens-là, on va trouver différentes personnes. On va trouver Hélène Palmer, qui est Mhm, basée en Californie, mhm, qui va être après à l'origine des écoles dites de tradition orale. d'accord. Euh, on va trouver des gens qui viennent de Chicago. Il y a toute une communauté jésuite de Chicago qui est très intéressée Mhm, par cet énéagramme et par le fait qu'on y trouve les péchés capitaux et des choses comme ça. Et donc de là va naître une mouvance du côté de Chicago qui est un petit peu à l'origine d'une école qui est l'école au départ Hudson et Rizzo, hein, mhm, Enneagram Institute. Donc c'est-à-dire ces deux gros courants américains, on va les trouver là. Et je dirais, si Ichazo Naranjo c'est la naissance de l'Ennéagramme, on a cette première génération-là, surtout aux États-Unis donc dans les années 80, d'accord. euh, qui va se créer. Après, derrière, la génération suivante dans l'énéagramme, c'est des gens qui vont euh, commencer à coupler l'énéagramme avec d'autres choses, en particulier avec la PNL, Mhm, avec des gens comme Tom Condon, des gens comme ça, qui vont faire donc cette deuxième génération un petit peu d'énéagramme, mhm, plus ouverte, d'accord. plus large. Et je dirais aujourd'hui, le temps est, le temps est un petit peu à une troisième génération, comme j'essaye de la porter dans l'énéagramme involutif. Mhm,
et c'est intéressant que tu poses cette question des origines, parce que si on va dans l'énéagramme, on se rend compte qu'il y a l'énéagramme des personnalités, et on a toute cette mouvance-là, et puis qu'il y a un autre énéagramme, quand on cherche les racines de l'énéagramme, qui est l'énéagramme des processus, dont je vais te reparler après, et qu'à un moment donné, moi quand j'ai découvert l'énéagramme, on se retrouvait avec deux courants. Le courant des personnes qui étaient plus branchées personnalité, et pour qui ce qu'on appelle les écoles de quatrième voie étaient quelque chose d'intéressant, mais autre chose, et les personnes qui étaient plus dans l'énéagramme de quatrième voie, pour qui les personnalités, bon, ça pouvait être intéressant, mais c'était autre chose. Alors qu'en fait, si on va au fond des choses, on se rend compte que l'énéagramme des personnalités est un cas particulier, est un processus particulier, et le fait que dans ce processus particulier, qui est le processus de manifestation de la conscience, dont on pourra reparler si tu veux à un autre moment, dans ce processus particulier-là, si je me bloque, je me sclérose sur une des étapes, automatiquement j'ai des comportements qui sont ce que décrit l'énéagramme des personnalités sur le numéro associé. Donc on revient à quelque chose de beaucoup plus dynamique et de beaucoup plus processus, de beaucoup plus évolutif dans l'énéagramme, avec cette vision-là des choses. Donc ça, je dirais, pour l'énéagramme moderne, les choses sont claires, tracées. Après, on pourrait parler d'Oscar Ichazo, qui a créé l'Institut Arica, qui forme des personnes à sa vision de l'énéagramme, qui est très, je qualifierais de très ésotérique, et dont une partie des enseignements est réservée aux gens qui font partie de l'association. Donc là, c'est un sujet, ne faisant pas partie de cette association, sur lequel je ne m'étendrai pas. Alors après, on peut chercher l'historique, c'est-à-dire Oscar Ichazo amène un enseignement avec ces notions-là, avec ce dessin-là. D'où est-ce qu'il tire cela? Donc, Oscar Ichazo a jamais trop voulu donner ses sources. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, on ne peut que tomber sur début du XXe siècle, Georges Ivanovitch Gurdjieff. Donc Monsieur Gurdjieff, Monsieur G, hein, pour ceux qui se sont intéressés au sujet, qui a vécu en Russie et qui a quitté la Russie à la Révolution russe pour venir s'installer à Fontainebleau et y fonder l'Institut pour le développement harmonique de l'homme, qui propose tout un enseignement pour sa propre évolution. Et effectivement, quand on se renseigne sur ce que proposait Gurdjieff, donc qui sont à l'origine des écoles dites de quatrième voie, Gurdjieff nous parle de l'homme instinctif, l'homme émotionnel et l'homme mental. C'est très clair, on retrouve les trois centres. On ne retrouve pas la particularisation en neuf, mais on retrouve quand même les trois centres de manière évidente. On trouve tout un tas de concepts comme ça. Et on retrouve surtout le dessin de l'énéagramme, utilisé par Gurdjieff, non pas pour y mettre des personnalités, mais pour faire ce fameux énéagramme des processus, qui est une manière de tracer les étapes dans le temps, le long du cercle, d'un processus qui amène une valeur ajoutée et qui suppose que pour que ça se passe bien, les étapes soient reliées entre elles selon certains traits qui sont le dessin intérieur de l'énéagramme. Et ça, c'est très très intéressant quand on va le coupler à personnalité dans une troisième génération d'énéagramme, comme je peux le proposer. Alors après, derrière, la question, c'est, ok, là, Gurdjieff, il y a quelque chose. Est-ce que quelle est la valeur ajoutée d'Ichazo par rapport à Gurdjieff, si on ne retrouve pas exactement la même chose? Ça, c'est un débat dont La question, c'est Gurdjieff, où est-il allé chercher tout ça? Je voulais te poser la question. Voilà, c'est la question qu'on se pose naturellement. Et là, on rentre vraiment dans, ça fait couler beaucoup d'encre, on entre dans le domaine qui devient un peu spéculatif, parce que Gurdjieff, pareil, n'a jamais voulu dire d'où il sortait tout ça. Alors est-ce qu'il l'a créé? Il n'a peut-être pas tant créé que ça. Il y a quand même des éléments. Alors, on en a toute une liste. Si on remonte au plus lointain, bon, il y a certaines personnes qui affirment que
2500 ans avant Jésus-Christ, la fraternité Sarmoun en Mésopotamie utilisait le symbole de l'énéagramme comme leur sceau, comme un sceau quand on... bon, ça c'est un élément qui semblera à prouver que le dessin est très ancien. Certains parlent du 9e sceau de Pythagore, enfin bon. Donc le dessin, le graphisme est ancien. Et on retrouve des traces anciennes. Ça ne veut pas dire qu'il faisait la même chose avec le dessin. Je prends un symbole un petit peu qui ressemblerait, prends un logo que tu as sur les radiateurs des voitures Volkswagen. Tu as un rond et puis il y a des traits. Bon, maintenant tu prends un logo comme ça, tu l'enterres dans le sol, dans 3000 ans, ils le déterrent. Et dans 3000 ans, ils ont une approche psychologique avec des points qui sont reliés selon ce dessin-là. S'ils se mettent à déduire qu'on connaissait leur approche 3000 ans avant, ils seront dans le faux. Parce que la seule réalité, c'est que ce dessin existe. Bon, après, il y a le dessin et il y a les personnalités qu'on met dessus. Alors là, moi, j'ai eu la chance un jour, complètement par hasard, je lisais La brièveté de la vie de Sénèque. Donc, ouvrage qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Et à un moment donné, il y a un passage où Sénèque nous dit « Et les hommes sont comme ci, comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça. » Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 11, il y en a 9. Et donc c'est un petit morceau de texte que j'ai reproduit sur mes sites, hein, on peut aller le voir. Pour moi, après, il y a peut-être une notion de subjectivité là-dedans, mais pour moi, on peut très facilement coller sur les mots de Sénèque les 9 descriptions de l'énéagramme de manière non ambiguë et très claire. Donc pour moi, c'est un élément de preuve que le découpage en 9 est connu au début de l'ère chrétienne. Alors, le collage de ces personnalités avec le dessin, c'est peut-être effectivement là, doit peut-être en donner le crédit à Ichazo. Comme il est très flou sur ses origines, c'est difficile de dire oui, c'est difficile de dire non. Mais après, si tu vas sur Internet, tu vas trouver tout un tas des sites qui vont te dire que l'énéagramme vient de l'Atlantide. J'ai pas d'avis particulier sur l'Atlantide. Je dis pas oui, je dis pas non, je dis où sont les éléments, l'ombre d'un élément de preuve. Voilà, par rapport à la fois de l'Atlantide, à la fois de l'énéagramme qui viendrait de là. Donc après, on va trouver tout un tas de choses, mais sur les éléments, je dirais, factuellement vérifiables, je pense que voilà, l'état des lieux, il est là. Donc la conclusion, c'est de dire l'énéagramme, d'où vient-il finalement? On a du mal à répondre, on ne sait pas. Ça se perd. En tout cas, c'est apparemment quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Et quelque part, c'est une carte qui est suffisamment précise depuis très longtemps pour qu'elle ait perduré. Et moi, par rapport à ça, moi, ce que je dis toujours, c'est essayez. Et si ça vous parle, faites avec. Si ça ne vous parle pas, passez à autre chose.